Le syndrome d'hyperventilation lié au stress et à l'anxiété, épisode 2, dépistage et solutions. Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Nous l'avons vu dans le premier épisode, les symptômes de l'hyperventilation sont très nombreux, ce qui conduit les personnes hyperventilantes à consulter de nombreux spécialistes comme des pneumologues, des cardiologues ou encore des gastro-entérologues et souvent à plusieurs reprises avant qu'un diagnostic d'hyperventilation soit posé. Je voudrais insister sur le fait que ces symptômes, même s'ils sont intenses et impressionnants, sont tout à fait bénins, tout à fait banals chez une personne en bonne santé. Prenons par exemple le cas de l'arythmie cardiaque, c'est-à-dire des troubles du rythme cardiaque ou de la tachycardie, c'est-à-dire d'un cœur qui bat trop vite. Pour vous expliquer ça, je vais prendre une métaphore. Si un conducteur est ivre, il risque de conduire sa voiture de façon assez étrange, c'est-à-dire que cette voiture ne va pas rouler droit. La voiture pourtant est en parfait état de marche. Eh bien, c'est la même chose pour les arythmies cardiaques. En fait, le cœur est tout à fait bon, tout à fait sain. Ce qui ne va pas, ce qui pose problème, en fait, c'est la conduite, c'est la commande nerveuse. A contrario, si on a un problème de direction avec notre voiture, elle ne va pas rouler droit même si le conducteur est sain. Là, dans ce cas, ça veut dire qu'on a un problème cardiaque. Donc j'insiste bien que ces symptômes sont banals chez une personne en bonne santé et qu'il va falloir voir un médecin dès la première crise. Comment savoir si on est hyperventilant? Eh bien, on peut passer le questionnaire de Nijmegen en 16 questions. Vous allez donc prendre de quoi écrire et noter chaque question entre 0 et 4. 0, ça veut dire que le symptôme que je vais vous citer ne survient jamais. 1 survient rarement. 2 survient parfois. 3 survient souvent. Et 4 survient très souvent. Vous arrive-t-il d'éprouver une sensation de tension nerveuse, une incapacité à respirer profondément, une respiration accélérée ou ralentie, une respiration courte, des palpitations, de la froideur des extrémités, des vertiges, de l'anxiété, la poitrine serrée, une douleur thoracique, un flou visuel, des fourmillements des doigts, une ankylose des bras et des doigts, une sensation de confusion, un ballonnement abdominal, des fourmillements péribuccaux. Si vous avez obtenu un score égal ou supérieur à 23, c'est que probablement vous êtes hyperventilant. Alors, comment combattre l'hyperventilation? Avant de vous donner quelques solutions, je voudrais vous inviter à la prudence parce que l'hyperventilation n'est pas l'apanage du stress et de l'anxiété. Elle peut également survenir dans une pathologie grave. En cas de crise aiguë, il est donc vraiment important de faire appel à un médecin, surtout lors du premier épisode. C'est le médecin qui pourra faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire dire si l'hyperventilation est due à l'anxiété ou si elle est due à une pathologie grave comme une maladie cardiaque, de l'asthme, une hypoxie, une infection pulmonaire, une atteinte du système nerveux central, une acidose métabolique, je vais y revenir, une tumeur cérébrale, un sepsis, donc un sepsis est un état aigu de dysrégulation de la réponse de l'organisme à une infection, une hyperthyroïdie, l'altitude, la fièvre, une douleur, etc. Alors pour vous faire vraiment prendre conscience de l'importance de faire appel à un médecin en cas de crise d'hyperventilation, je vais vous expliquer le cas de l'acidocétose chez une personne diabétique. Dans le premier épisode, j'ai expliqué que lorsque nous sommes en hyperventilation, déclenchée par une anxiété, notre CO2 diminue dans le sang. Et le CO2 étant un acide, s'il diminue dans notre sang, eh bien notre sang n'est plus suffisamment acide. On parle alors d'alcalose puisque le sang devient alcalin. Si maintenant je me pince le nez, je vais être donc en apnée, je vais cesser de respirer, mon corps n'a plus de nouvel apport en oxygène, il va donc utiliser tout l'oxygène qui est disponible dans l'organisme. Mon CO2 va évidemment augmenter et
l'oxygène va diminuer. Mon sang va donc devenir acide. On parle dans ce cas d'acidose. C'est une acidose respiratoire puisqu'elle est due au fait que je me suis mise en apnée. L'acidocétose se produit dans le cas d'une hyperglycémie chez les diabétiques qui ont des difficultés à contrôler leur glycémie. Et cette acidocétose est une complication aiguë du diabète qui est caractérisée notamment par une acidose. Alors, l'acidocétose, c'est la conséquence de la production dans l'organisme de ce qu'on appelle les corps cétoniques. Ces corps cétoniques qui sont à ce moment-là en trop grosse quantité parce que quand le corps ne peut pas utiliser son carburant habituel, donc son carburant énergétique principal qui est le glucose, le sucre, il consomme ses graisses. Et donc, dans le cas d'une acidocétose, l'organisme ne parvient pas, dans le cas de diabète de type 2, à utiliser l'insuline qui est présente dans l'organisme, et dans le diabète de type 1, eh bien, il manque d'insuline à ce moment-là. Et donc, il ne parvient pas à utiliser ses sucres, et donc il va utiliser les graisses, produire un déchet qu'on appelle les corps cétoniques, et ces corps cétoniques sont des acides, ils vont donc acidifier le sang. Et lorsque le sang est trop acide dans ce cas-là, on va parler d'acidose, une acidose métabolique. Donc l'organisme va tenter une procédure d'urgence pour diminuer l'acidité du sang, et cette procédure, c'est l'hyperventilation. Donc la respiration, évidemment, ne va pas rejeter les corps cétoniques, mais elle va rejeter du CO2 et donc tenter comme ça de corriger cette acidose métabolique. Donc si nous, on tente de corriger l'hyperventilation avec des techniques respiratoires, cela peut s'avérer très dangereux chez ce diabétique, voire même mortel. Bien entendu, l'hyperventilation ne va pas corriger le problème de fond chez le diabétique. L'acidocétose doit être prise en charge autrement, notamment par des injections d'insuline. Et donc, c'est juste une tentative d'urgence de l'organisme, mais la corriger peut s'avérer vraiment délétère pour la personne. Le médecin pourra également administrer un tranquillisant ou un calmant s'il le juge nécessaire. Dans le cas d'un syndrome aigu, il est donc important de faire appel à un médecin lors de la première crise. Et en ce qui concerne les syndromes chroniques, il est important que la personne traite les difficultés à l'origine de son trouble anxieux, comme par exemple des difficultés familiales, professionnelles, ou bien encore un traumatisme psychique. La première technique dont je voudrais vous parler, c'est le rebreathing, qu'on pourrait traduire par réinhalation ou réinspiration. C'est la technique la plus connue, c'est celle qui consiste à respirer dans un sac en papier ou en plastique que l'on pose donc sur le nez et sur la bouche. Nous l'avons vu dans le premier épisode, l'hyperventilation liée au stress et à l'anxiété provoque une diminution du CO2 dans le sang, ce qu'on appelle une hypocapnie, et donc l'idée est d'augmenter ce CO2 dans notre sang. En respirant dans le sac, on va donc expirer du CO2 qu'on va finir par réinspirer. Et donc en inspirant notre propre CO2, nous allons corriger cette hypocapnie, nous allons donc remonter notre taux d'acidité du sang. Cette technique n'est à utiliser que quelques minutes, au grand maximum 10 minutes et uniquement dans le cas de crise aiguë. Le rebreathing, oui, c'est efficace, mais attention, nous l'avons vu avec le cas du diabète corrigé par la respiration, par des techniques respiratoires, cette tentative de l'organisme de diminuer le CO2 peut être dangereuse, voire mortelle. Mais elle peut être aussi très dangereuse chez une personne asthmatique en pleine crise, dont la crise peut aussi faire penser à l'hyperventilation. De même, une crise cardiaque peut être confondue avec une crise d'hyperventilation. Dans l'asthme comme dans la crise cardiaque, la diminution de l'apport en oxygène et l'augmentation de CO2 peut s'avérer très dangereuse, voire mortelle. Une technique qui s'avère par contre sans danger, c'est la respiration par la paille. On prend une paille de 8 à 10 cm, celle-ci fait 14 cm, ce sont les pailles qu'on trouve dans les berlingots de jus de fruits. On inspire par le nez
et on expire doucement par la paille sans serrer les lèvres autour de la paille. On respire le plus normalement possible sans tenter d'approfondir sa respiration. Si l'exercice est trop facile, on peut prendre une paille plus courte ou expirer dans un verre d'eau. Si l'exercice est trop difficile, on peut prendre une paille plus longue. Troisième technique, les apnées. C'est une technique correctrice de l'hypocapnie qui consiste à ralentir la ventilation pour récupérer artificiellement une capnie normale, donc une acidité normale du sang. En pratique, vous devez inspirer calmement, sans approfondir votre respiration, parce que si vous approfondissez votre respiration, ça va augmenter l'apport en oxygène. Or, vous avez déjà trop d'oxygène. Cet apport en oxygène est déjà trop élevé par rapport à la demande métabolique, c'est-à-dire par rapport aux besoins de votre organisme. Et puis, vous allez tenir une apnée pendant 5 à 10 secondes. Donc, vous allez bloquer votre respiration 5 à 10 secondes. Et vous allez ensuite expirer de façon relâchée, sans forcer. Bien sûr, si vous expirez profondément, vous allez rejeter la quantité de CO2 que vous venez de récupérer grâce à l'apnée, et donc vous allez contrecarrer les effets de cette apnée. Les inspirations et les expirations doivent donc être le plus normal possible. À aucun moment vous ne devez ressentir une sensation d'étouffement, ce qu'on appelle une soif respiratoire, parce que si vous ressentez une sensation d'étouffement, vous allez être poussé à reprendre votre respiration et reprendre une grande respiration, une grande inspiration. Si 5 secondes provoquent cette soif respiratoire, eh bien vous adaptez la durée des apnées à vos capacités et vous les limitez par exemple à 3 secondes. Vous allez faire ces apnées 3 fois consécutivement. Donc j'inspire, je bloque, j'expire, j'inspire, je bloque, j'expire, j'inspire, je bloque, j'expire et puis je respire normalement. Et vous allez répéter cela toutes les 20 minutes, voire davantage en cas de besoin. Alors je dis 20 minutes, je donne cette période à titre indicatif. Il s'agit en tout cas de procéder à l'exercice très fréquemment et très régulièrement jusqu'à ce que les symptômes aient complètement disparu. Une autre option, c'est ce qu'on appelle la respiration en carré. On inspire pendant 4 secondes, on fait une apnée pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes et puis on bloque notre respiration après l'expiration pendant 4 secondes également. Quatrième technique, la relaxation basée sur la respiration. Dans l'hyperventilation, la respiration thoracique est privilégiée par rapport à la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on respire avec le haut des poumons plutôt qu'avec les bas des poumons. Il apparaît donc logique que la correction de l'hyperventilation passe par une respiration abdominale et je vous propose un petit exercice. Asseyez-vous le plus confortablement possible. Décroisez vos jambes sont maintenant décroisées, vos pieds sont bien à plat sur le sol. Et vous pouvez maintenant poser une de vos mains sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Si vous le désirez, pour prêter une meilleure attention à ma voix et pour ouvrir ce grand écran mental que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez déjà fermer ces 2 petites portes que vous avez devant les yeux. Donc vous pouvez laisser les paupières se fermer maintenant. Si vous préférez les garder ouverts, je vous propose de fixer fixement un point fixe dans votre environnement. Quand je vous le dirai, vous prendrez une profonde inspiration. Vous inspirerez lentement par le nez de manière silencieuse. Et tout en inspirant, vous compterez mentalement lentement jusqu'à 5. Vous allez bien bomber le torse, dégager les épaules en arrière et redresser la tête pendant que vous respirerez. Vous allez gonfler progressivement le bas des côtes, la cage thoracique et l'abdomen. Vous bloquerez, quand je vous le dirai, votre respiration quelques secondes et puis
Vous expirez lentement par la bouche et vous laisserez l'air sortir de votre corps calmement en comptant lentement, mentalement jusqu'à 5 pendant que vous ferez cette expiration. Bien, vous pouvez prendre une grande inspiration lentement en inspirant par le nez en comptant jusqu'à 5. Vous bombez le torse, les épaules se dégagent, la cage thoracique se gonfle, le ventre se gonfle. Ok, bloquez maintenant votre respiration quelques secondes. Et vous pouvez expirer maintenant lentement par la bouche. Laissez l'air sortir de votre corps paisiblement à votre rythme. Votre corps se relâche. Votre tête et vos épaules reprennent une position naturelle. Ok, reprenez maintenant une grande inspiration en comptant lentement de 1 à 5. Vous inspirez lentement. Vous bloquez votre respiration. Et vous videz maintenant lentement votre poitrine. Vous videz votre ventre, vous expirez sans bruit en laissant sortir un filet d'air par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Bien, et je vous laisse maintenant prendre une inspiration, bloquer et expirer à votre propre rythme. Faites-le encore quelques fois. Et remarquez comme votre corps se relaxe naturellement à l'expiration. Et vous pouvez maintenant prolonger l'expiration quelques secondes. Vous inspirez à nouveau. Vous bloquez votre respiration. Et vous expirez en comptant jusqu'à 5. Et vous pouvez maintenant vider le ventre par une contraction des muscles abdominaux, des muscles de votre ventre. Vous bloquez quelques secondes. Et vous prenez une autre inspiration profonde. Soyez attentif à vos mains. C'est le ventre qui se soulève et qui s'abaisse et non plus votre poitrine. Sentez ce qui se passe en vous. L'air qui descend jusque dans votre ventre. Sentez cet air qui gonfle votre poitrine, votre ventre qui se soulève. À n'importe quel moment, quand vous en aurez besoin, vous pourrez vous installer le plus confortablement possible, en fermant les yeux ou en gardant le regard fixe sur un objet fixe. Vous inspirez lentement en comptant de 1 à 5, en inspirant par le nez de façon silencieuse. Vous laisserez votre poitrine s'ouvrir, vous bomberez le torse, vous dégagerez les épaules en arrière, vous redresserez la tête, vous gonflerez progressivement le bas des côtes, la cage thoracique et l'abdomen, vous bloquerez votre respiration quelques secondes, et puis vous expirerez lentement par la bouche en laissant l'air sortir de votre corps calmement à votre propre rythme, en comptant jusqu'à 5, la bouche donc légèrement entrouverte, en laissant sortir un filet d'air par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Et vous allez expirer à fond en vidant le ventre par une contraction des muscles abdominaux. Vous bloquerez votre inspiration quelques secondes avant à nouveau de
respirer, de prendre une bonne inspiration. Vous ferez ça quelques fois jusqu'au moment où vous vous sentez bien, où vous sentez votre corps relaxé, tout votre organisme se glisser légèrement et calmement dans cette détente. Et quand ce sera le bon moment pour vous, eh bien, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir lentement ici et maintenant, là où vous êtes, tout à fait bien, pleine d'énergie et tout à fait calme et relaxé. Dans cette respiration, les inspirations et les expirations sont longues mais lentes, ce qui permet de diminuer l'apport en oxygène et de diminuer les quantités de CO2 expirées. Cet épisode vous a plu? Pensez à le partager, pensez à le commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy autour de vous. Merci et à bientôt.